Alors avant de devenir champion olympique de l'investissement, il y a quand même pas mal de boulot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est submergé d'informations sur l'économie, la bourse, les crypto-monnaies, bref, sur l'argent. Donc pour se lancer, je comprends qu'on puisse vite être perdu. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se montrer méthodique. Et c'est pour ça qu'au club, on recommande de démarrer sa carrière d'investisseur en suivant 3 étapes clés. Petit aparté avant de se lancer dans le détail de ces 3 étapes, t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche serait d'une grande aide et te permettrait d'être au courant des prochaines vidéos. Alors pour prendre de bonnes décisions dans la gestion de ton argent, est-ce que tu as commencé par te poser les bonnes questions? Pour moi, c'est ça la première étape essentielle. Alors non, par les bonnes questions, je parle pas du moment où tu te demandes si tu as assez sur ton compte en banque pour t'acheter le dernier iPhone. Je parle bien des questions qui permettent de mettre en face tes objectifs financiers avec ta situation actuelle. Ça revient à faire un bilan sur ta situation personnelle et les projets que tu as dans la vie. Alors au club, on a résumé ça sous 10 questions. Les 5 premières, elles vont faire le bilan de ta situation personnelle actuelle et les 5 suivantes, elles vont t'aider dans la gestion de ton budget et dans les décisions d'investissement que tu vas pouvoir prendre. Allez, c'est parti. Alors question 1, quel âge as-tu et quelle est ta situation professionnelle et personnelle? Alors ok, ça fait 3 questions en une. Mais l'essentiel ici, c'est de savoir dans quelle phase de ta vie tu te trouves. Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu as un travail à temps plein? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants à charge? Parce que évidemment, ça va avoir un impact important sur toutes les décisions que tu vas pouvoir prendre par la suite. Ouais, et puis ça devrait être assez facile de répondre à cette première question. Alors question 2, quels sont tes revenus? Alors comme la question 1, ça devrait pas être trop compliqué de répondre à celle-ci. En général, on connaît parfaitement bien son salaire. Mais il y en a quand même certains d'entre nous qui ont plusieurs sources de revenus, que ce soit du revenu locatif, une activité indépendante. Donc c'est l'occasion de faire un bilan sur tout ça. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir à un plan de carrière, un plan d'évolution de son salaire. Alors la troisième question, c'est quelles sont tes dépenses? Autant on connaît parfaitement bien son salaire, autant quand il s'agit de quantifier avec précision combien on dépense et dans quoi, c'est en général beaucoup plus fastidieux. La seule solution pour t'aider à répondre à cette question, c'est de tenir un suivi périodique, par exemple mensuel. En fait, ce suivi va avoir plusieurs avantages. D'une part, il va te permettre de déterminer ta capacité d'épargne, combien tu vas pouvoir mettre chaque mois de côté. Il va aussi te permettre d'identifier des dépenses non essentielles, des achats plus compulsifs, qui pourraient être un levier d'épargne supplémentaire si tu le souhaites. Alors maintenant, nos applications de banque traditionnelles propose en général un outil de suivi budgétaire dont tu peux te servir. Il existe même maintenant d'autres applications à qui tu peux donner accès à ton compte bancaire en lecture seulement évidemment et qui permettent d'avoir un outil de suivi budgétaire un peu plus moderne. Alors personnellement j'utilise un tableau Excel que j'ai monté. Bon, d'une part parce que j'aime bien Excel et que j'ai beaucoup travaillé dessus et que c'est une habitude que j'ai prise maintenant pour faire mes comptes. Donc si tu veux je peux te partager ce tableau. N'hésite pas à me le demander en commentaire ou à m'envoyer un message directement, il n'y a aucun problème. Alors la quatrième question, c'est as-tu déjà constitué une épargne de précaution? Alors l'épargne de précaution, c'est quoi? On peut aussi appeler ça une épargne d'urgence. En fait, c'est une somme d'argent disponible pour faire face aux aléas de la vie. Alors, il est conseillé de conserver ainsi entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Et certains préfèrent l'estimer en fonction des revenus. Ça dépend de si tu es plus ou moins conservateur. Alors pour continuer à faire le bilan sur ta situation actuelle, la cinquième question, c'est as-tu déjà réalisé des investissements ou contracter un emprunt? Ah oui, en fait, c'est important de faire l'inventaire de son patrimoine à ce moment-là. Ça te permettra de faire le point sur ce que tu possèdes déjà, les limites financières que tu as déjà si tu as contracté un emprunt, et ainsi pouvoir identifier d'autres placements financiers sur lesquels tu n'aurais pas investi pour te diversifier tout simplement. Alors la sixième question, c'est toujours sur le budget, c'est est-ce que tu as identifié des dépenses non essentielles? Donc, tout simplement, là, l'idée, c'est que une fois que tu tiens un suivi périodique de ton épargne, donc de tes revenus, de tes dépenses, tu vas pouvoir identifier des dépenses non essentielles qui te permettraient d'augmenter ta capacité d'épargne si tu le souhaites. Encore une fois, c'est pas une obligation. Chacun est libre de dépenser son argent dans quoi il le veut. C'est simplement pour t'aider à prendre une décision. Alors la septième question, c'est est-ce que tu as des projets financiers à court terme, moyen terme ou long terme? Alors en investissement, quand on parle de court terme, c'est souvent une échéance inférieure à 1 an. Le moyen terme, c'est plutôt entre 1 et 3 ans, voire 1 à 5 ans. Et le long terme, c'est au-delà de 5 ans. En fait, cette question, elle est essentielle parce qu'elle va te permettre de décider l'allocation de ton épargne en fonction de ton horizon d'investissement. Ah oui, on choisit pas les mêmes produits si on a besoin de l'argent dans 1 an ou dans 20 ans. La huitième question, c'est quel est ton profil de risque? Alors là, tu peux faire un petit exercice, c'est que tu notes sur une échelle de 1 à 10 ton rapport au risque. Donc 1, tu as une aversion totale au risque, et 10,
t'as un goût maximal pour le risque. Ou en tout cas, ça te fait pas peur. En fait, cette question, elle va t'aider à choisir les investissements qui te correspondent le mieux. Aussi dans l'optique de mieux gérer tes émotions. C'est-à-dire que si t'as déjà du mal à dormir la nuit pour tout un tas de raisons, et que la variation à la baisse de ton patrimoine de 2% te créerait une insomnie, tu devrais éviter de te tourner vers les actifs les plus risqués, ou en tout cas, mettre une part limitée de ton patrimoine là-dedans. Alors, la 9e question, c'est quel rendement tu attends de tes investissements? Là, c'est un peu comme la question précédente, c'est-à-dire que tu n'es pas sans savoir que le rendement dépend du risque. Donc, plus tu vas investir sur un actif risqué, plus tu vas en attendre un rendement élevé avec son profil de risque. Donc l'objectif, c'est ici de mettre en face ces attentes en termes de rendement, mais de manière réaliste. C'est-à-dire que si tu vises 20% de rendement par an, mais sans aucun risque, bon, bah, je suis désolé de te dire que ça n'existe pas. Alors, la 10e et dernière question pour venir à bout de ce questionnaire, c'est est-ce que tu as des convictions spécifiques en matière d'investissement? Alors, le but de cette question, c'est de mettre en face ces investissements avec des convictions personnelles. Pour certains, ce sera l'environnement. On parle souvent d'ESG, donc environnement, social et gouvernance. Pour certains, ce sera d'éviter des zones géographiques dont le gouvernement est plus ou moins autoritaire. Et pour d'autres, ce seront tout simplement des convictions sur certains secteurs d'activité ou parce qu'ils ont une expertise en la matière. Alors voilà pour l'étape numéro 1. Je sais, c'est quand même pas mal de boulot de se poser toutes ces questions. Mais honnêtement, c'est essentiel pour prendre les bonnes décisions par la suite, donc pour se lancer dans la bonne direction. Alors les 2 étapes suivantes, je les trouve tout aussi essentielles, parce que j'ai fait un constat durant la création du Club Edufi et pendant ses premiers mois d'existence, c'est qu'on peut vite être perdu entre les investissements qui existent, les actions, les obligations, l'immobilier, la crypto et les véhicules d'investissement comme l'assurance vie ou le PEA. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce sont 2 choses différentes. D'un côté, on a les investissements, donc les actifs que l'on détient, et de l'autre côté, on a des véhicules d'investissement sur lesquels on peut détenir ces actifs, comme une enveloppe finalement. Et chaque enveloppe a ses propres caractéristiques et sa propre fiscalité. Donc c'est important pour 2 choses. D'une part, chaque investisseur, en fonction de son profil, va être intéressé par certains types d'actifs et certains véhicules d'investissement, et aussi parce que tout simplement, certains véhicules d'investissement ne sont adaptés qu'à un certain type d'actifs. D'où l'aspect fondamental du bilan à faire sur soi-même en étape 1. Donc la 2e étape essentielle, c'est de découvrir l'éventail d'investissements qui est à ta disposition. Et tu l'as deviné, la 3e étape, ce sera de se renseigner sur les différents types de véhicules d'investissement qui existent. Allez, c'est parti pour l'étape 2. On va rentrer dans le détail des différents types d'investissements qui existent et à quel profil et horizon d'investissement il serait a priori le plus adapté. Alors on commence par le plus simple, le livret d'épargne. Je vais pas plus m'étendre que ça dessus parce que je pense que tu connais son fonctionnement. Mais pour faire simple, ce sont des comptes bancaires dont les placements génèrent des intérêts. Donc les plus connus, ce sont les livrets réglementés comme le livret A, le livret de développement durable et solidaire, LDDS, et le livret d'épargne populaire. Donc les taux d'intérêt de ces livrets sont fixés par l'État. Les fonds déposés sur ces livrets restent disponibles sans condition de retrait, et les intérêts versés par la banque sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ensuite, on a le compte à terme. Donc le compte à terme, c'est un compte d'épargne dont les conditions sont fixées avec l'organisme financier, la banque par exemple. Donc le taux et la durée sont prédéterminés et les fonds que tu déposes sur le compte à terme sont bloqués jusqu'au terme du contrat, comme son nom l'indique. Là, les intérêts versés sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ensuite, on a le fonds monétaire. Alors prépare-toi, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Les fonds monétaires, ce sont des OPCVM, donc des organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Donc ce sont des fonds qui sont investis dans des actifs à court terme dont le rendement est comparable à celui du marché monétaire. Le marché monétaire, en fait, c'est un marché qui permet aux investisseurs institutionnels, donc l'État, des institutions financières, des entreprises, de négocier des titres de créance à court terme. On va voir juste après ce que sont des titres de créance. Et donc ce marché, il est quand même accessible aux investisseurs particuliers comme toi et moi, via les fonds communs de placement, donc les OPCVM dont on vient de parler. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fonds monétaire, c'est un investissement à court terme car liquide, c'est-à-dire que ton argent est disponible rapidement si tu le souhaites, et si tu souhaites vendre les parts de fonds auxquelles tu as souscrit, et que le rendement du marché monétaire, qui va donc avoir une incidence directe sur le rendement de ton fonds monétaire, il est fixé par la banque centrale de la devise considérée. Donc en Europe, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui fixe le taux Ester,
donc le taux du fonds euro. Et après les importantes hausses de taux de ces dernières années, il faut savoir que l'Ester, en ce moment, il est autour de 3,9%. Alors maintenant, on va passer aux obligations, et je te préviens tout de suite, il y a aussi un jargon spécifique pour les obligations, et c'est important de le savoir pour bien comprendre de quoi on parle, et aussi parce que c'est un jargon que tu vas retrouver si tu es amené à investir sur ce marché. Alors une obligation, c'est un titre de créance émis par un État ou une entreprise, c'est-à-dire qu'un investisseur va prêter de l'argent à l'émetteur de l'obligation, donc l'État ou l'entreprise, en échange d'un remboursement du capital prêté à une échéance fixée et évidemment d'intérêts versés par l'émetteur de l'obligation à l'investisseur qui lui a prêté l'argent tout au long de la durée de la détention de l'obligation par l'investisseur. En fait, c'est un peu comme un emprunt mais dans l'autre sens. Toi, tu es l'investisseur qui va racheter des dettes qui sont émises par l'État ou des entreprises. Donc si tu te souviens bien, dans le fonds monétaire, tout à l'heure, on a parlé de titres de créance, parce qu'en fait, les bons du Trésor sont des exemples d'obligations, mais émises par l'État, et c'est donc un exemple de titre de créance à court terme dans lequel investit un fonds monétaire. Allez, on enchaîne avec les actions. Alors là, c'est mon investissement préféré. En fait, c'est mon investissement préféré parce que je trouve que ce sont nos entreprises qui font la richesse de notre économie. Alors une action, c'est quoi? Une action, c'est un titre de propriété qui représente une part du capital de l'entreprise. Alors le détenteur d'une action, il est ainsi propriétaire d'une partie de l'entreprise et ça lui donne accès à un certain nombre de droits. Donc le droit de recevoir des dividendes, si il y a une partie du résultat bénéficiaire fait par l'entreprise qui est distribuée en dividendes sur une année, et éventuellement de participer à la gouvernance de l'entreprise en votant aux assemblées générales. Alors je dis éventuellement parce que d'une part, t'es pas obligé de participer aux assemblées générales et donc de voter, et d'autre part parce que certaines entreprises sur les marchés financiers disposent de plusieurs classes d'actions qui vont donner accès à différents droits. Donc il peut y avoir une action qui vaut un droit de vote ou une autre classe d'actions qui ne vaut aucun droit de vote. Ensuite, l'immobilier. Alors là, c'est l'investissement préféré des Français. Ça, si t'as commencé à gagner un peu d'argent, t'as dû en entendre parler dans ta famille. Des discussions sur l'immobilier, des achats de résidence principale, des achats d'investissement locatif. Donc l'immobilier, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut consister en l'achat de biens physiques ou à la prise de participation, donc l'achat d'actions, mais de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI. On appelle ça aussi la pierre-papier, parce qu'en fait, t'achètes de la pierre en achetant du papier. Alors on passe dans un autre monde, un monde virtuel, les crypto-monnaies. Mais alors qu'est-ce qui se cache derrière cet investissement qui fait fantasmer tant de monde? Alors personnellement, je trouve que quand les gens parlent de crypto-monnaies, ils sont vite attirés par l'appât du gain et on en oublie vite de quoi on parle. Donc pour revenir à la base, les crypto-monnaies sont des actifs numériques basés sur la technologie de la blockchain. Donc la blockchain, c'est un registre de données, donc comme un livre virtuel, qui se veut être décentralisé. Décentralisé, ça veut dire que chaque acteur sert de nœud au réseau. Donc la tâche principale d'un nœud du réseau, c'est de participer à l'exécution du protocole de la blockchain et ainsi à la validation de nouveaux blocs. Ces blocs, par exemple, ça peut être de nouvelles transactions qui sont validées sur la blockchain. Donc chaque blockchain a son protocole propre. Un protocole, en fait, c'est un ensemble d'algorithmes et de règles qui régissent le réseau. Concrètement, le protocole, il va définir la structure des blocs, le processus de validation des transactions et le mécanisme de consensus pour cette validation. Donc c'est important de revenir à cette définition pour bien comprendre de quoi on parle et aussi pour nuancer un peu ce qu'on entend tous les jours au quotidien avec cet aspect casino et des énormes variations de valeur. Alors ensuite, on va enchaîner sur les métaux précieux. Alors les métaux précieux comme l'or ou l'argent, ce sont des investissements qui sont souvent considérés comme des valeurs refuges et utilisés à des fins de diversification. Par exemple, historiquement, quand il y a eu des grosses périodes d'incertitude, des crises, de nombreux investisseurs investissaient sur l'or. Alors on peut investir sur les métaux précieux via des fonds, comme pour les actions. L'inconvénient, c'est que tu ne seras pas propriétaire du métal physique. Du coup, tu peux aussi l'acheter physiquement. Dans ce cas-là, viendra se poser la question du stockage et du coût engendré par ce stockage. Ouais, parce que tu vas pas les garder sous ton matelas, ces pièces d'or. Alors, le dernier type d'investissement que je voudrais aborder dans cette vidéo, ce sont les titres non cotés. Donc ce sont comme des actions, mais d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. On appelle ça aussi le private equity. Donc investir en private equity, ça peut offrir de formidables opportunités, mais ça comporte également un certain nombre de risques parce que les entreprises sont parfois à un stade de développement assez précoce. L'autre défaut, c'est que historiquement, c'était assez inaccessible pour le grand public, mais depuis quelques temps,
il y a pas mal de solutions qui émergent pour rendre accessible ce marché, notamment via des fonds. Alors voilà, maintenant tu as un peu de boulot pour digérer tout ça, mais tu as aussi un bon aperçu des différents investissements qui sont à ta disposition. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton placement préféré et pourquoi. Alors si jamais tu veux un petit récap de l'étape 2 et des différents types d'investissements qui existent, je t'ai fait une petite fiche dont je te mets le lien en description où tu pourras retrouver les investissements dont on a parlé avec des petites pastilles CT pour court terme ou LT pour long terme, donc qui correspondent à l'horizon d'investissement le plus adapté à chaque type de placement. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 3, c'est-à-dire rentrer dans le détail des véhicules d'investissement. Si je récapitule un petit peu, dans l'étape 1, tu t'es posé les bonnes questions pour déterminer ton profil. L'étape 2, elle va t'aider à choisir les placements les plus adaptés à ton profil issu de l'étape 1. Et dans l'étape 3, tu vas pouvoir décider sur quel véhicule mettre les placements que tu as identifiés en étape 2. Allez, c'est parti! Alors on commence par mon préféré, encore une fois, comme j'adore les actions, tu l'as vu en étape 2, le PEA. Donc PEA pour plan épargne action. Donc c'est évidemment le support le plus adapté pour investir en bourse. En fait, tu peux y détenir soit des actions européennes en direct, donc tu veux acheter des titres de sociétés que tu adores, ou bien des sociétés dont tu as fait l'analyse financière et tu estimes que ce sont de bons investissements pour l'avenir, ou bien tu peux y détenir des fonds négociés en bourse, dont les fameux ETF. Alors, un petit aparté sur les ETF. ETF pour Exchange Traded Fund. Donc en fait, en français, c'est un fonds indiciel. Donc, concrètement, un fonds indiciel, c'est un fonds qui a pour objectif de répliquer la performance financière d'un indice, d'une matière première, d'un secteur d'activité. Bref, il y a un peu des ETF pour tout maintenant. Une autre précision aussi sur le PEA, c'est que c'est réservé aux actions européennes et aux fonds qui détiennent 75% au moins d'actions européennes. Alors évidemment, les émetteurs d'ETF ont trouvé des astuces pour contourner entre guillemets ce règlement. C'est tout à fait légal, je te rassure. Mais je m'étends pas trop sur ces sujets car il y aura des vidéos spécifiques sur la bourse, son fonctionnement et sur les ETF. Alors pour revenir au PEA, c'est une niche fiscale puisque au bout de 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu. Ces plus-values, elles seront toujours soumises aux prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, mais c'est toujours moins que les 30% d'impôts au total quand tu inclus l'impôt sur le revenu. C'est la fameuse flat tax. Alors sur le PEA, on peut verser un maximum de 150 000 euros. Bon, t'as un peu de temps pour le remplir. Et les plus-values que tu réalises sur le plan peuvent évidemment faire dépasser ce plafond. C'est un plafond de dépôt. Alors on enchaîne avec l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est l'enveloppe préférée des Français. Alors l'assurance vie, elle présente quelques avantages. Donc, le premier, c'est que tu n'as pas de limite de dépôt, contrairement au PEA. Donc si tu as vraiment beaucoup d'argent, c'est quand même un avantage non négligeable. Alors ensuite, c'est un contrat ouvert à tous. Donc ça veut dire que tu peux en ouvrir un pour ton enfant dès sa naissance, contrairement au PEA où il faut avoir 18 ans pour ouvrir un plan. Le troisième avantage, c'est son caractère multi-support. C'est-à-dire qu'on peut y inclure une multitude d'actifs financiers. Donc, un fonds monétaire en euros, des actions, des obligations, des SCPI, de l'or, des métaux. Et en plus, dernier avantage, la fiscalité est aussi avantageuse. Au bout de 8 ans, il y a une exonération d'une partie d'impôt sur le revenu. C'est un peu moins avantageux que le PEA, mais c'est toujours ça de prix. Alors ensuite, on a le compte titre ordinaire, CTO. Et c'est le support adapté pour détenir par exemple des actions en direct de sociétés dont le siège est basé en dehors de l'Europe, donc à l'international, ou des ETF sur l'or. Bref, tous les titres financiers qu'on ne peut pas mettre sur le PEA pour les raisons réglementaires. Alors ensuite, on change un peu d'univers pour parler du PEL, plan épargne logement. Donc le PEL, c'est un support d'épargne au taux d'intérêt fixé par l'État. Donc pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2024, le taux a été fixé à 2,25%. Donc cette enveloppe, elle peut s'avérer intéressante en cas de projet d'achat immobilier, puisqu'elle donne accès à un prêt épargne logement au taux d'emprunt prédéterminé. Alors je dis bien peut s'avérer parce qu'en fait, le rendement du PEL étant relativement faible, il peut être plus intéressant d'investir ailleurs, le temps de réaliser son achat immobilier, quitte à avoir un taux d'emprunt légèrement supérieur à celui qu'on aurait avec l'avantage du PEL. Alors il nous reste 3 véhicules à voir, on enchaîne tout de suite avec le PER, plan épargne retraite. Alors je sais, la retraite ça fait loin, mais le PER c'est vraiment un super produit. Alors comme tu l'as compris, le PER c'est un véhicule d'investissement dont les fonds ne seront disponibles qu'à la retraite. Sauf quelques cas particuliers de déblocage anticipé, par exemple tels que l'acquisition de sa résidence principale. Alors le PER, c'est une niche fiscale super avantageuse puisque tu peux opter pour des déductions fiscales qui correspondent aux sommes que tu as versées sur ton PER,
l'année correspondante à celle de ta déclaration. Alors il faut quand même savoir que la part de capital issue des versements volontaires que tu as fait sur le PER et qui ont donné lieu à des déductions fiscales, elles seront imposées à la sortie du plan, en général à la retraite donc. Là, on en a des calculs légèrement plus techniques de gestion de patrimoine, mais en d'autres termes, le PER, c'est intéressant quand tu as un taux d'imposition élevé, puisque ça va te permettre de pouvoir réduire ce taux avec des déductions fiscales à un instant T. Donc tout simplement diminuer ton imposition à cet instant T où tu es fortement imposé, pour être redevable plus tard de ces mêmes économies d'impôts, mais à un moment à ta retraite où tu seras a priori moins imposé que quand tu étais au top de ta carrière. Et en plus, avec les économies d'impôts que tu as réalisées à l'instant T, tu vas pouvoir investir plus et donc a priori faire grandir ton capital encore plus d'ici à ta retraite. Ensuite, je voudrais te parler du PERCOL ou PERCO, ça dépend des gens. Donc ça, c'est plan épargne retraite collectif. En fait, c'est exactement la même chose que le PER individuel dont on vient de parler, à la différence près qu'il est mis à la disposition des salariés par leur entreprise. Il y a quand même un avantage par rapport au PER individuel, c'est que la société peut réaliser des versements supplémentaires en plus des versements que toi tu vas réaliser dessus. On parle des abondements. Alors on va finir sur un autre type de plan qui est proposé aux salariés par leur entreprise. C'est le plan d'épargne entreprise, aussi appelé plan d'épargne groupe. Il y a des dénominations différentes selon les entreprises. Donc, comme pour le PERCOL, l'entreprise peut décider de verser des abondements en plus des versements volontaires que tu vas réaliser sur ce plan. Par contre, la grosse différence avec le PERCOL, c'est pour la disponibilité des fonds. Pour le PER, le PERCOL, c'est à la retraite. Pour le plan d'épargne entreprise ou plan d'épargne groupe, les fonds sont disponibles au bout de 5 ans. Alors ce type de plan, c'est aussi une niche fiscale avantageuse puisque à la sortie de l'argent du plan, il y a une exonération d'impôts sur les plus-values qui ont été réalisées. Alors voilà, maintenant tu connais vraiment l'essentiel des différents véhicules d'investissement qui sont à ta disposition. Alors tu vas pouvoir réfléchir à celui ou ceux qui correspondent le plus aux investissements que tu veux réaliser. Et si tu veux avoir plus de détails sur tout ce dont on vient de se parler dans cette vidéo, que ce soit le questionnaire, des informations détaillées sur les types d'investissements, les placements ou les véhicules qui existent, tu peux aller consulter le blog du Club EducFi dont je te mets le lien en description. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel serait ton type d'investissement préféré, lesquels tu as déjà pratiqué, sur quel véhicule, ou bien toute autre question, ça me ferait plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt!